Donc, bienvenue à tous et à toutes sur cette conférence autour de ce thème qui s'appelle comment ma sexualité me dévoile, ou encore comment les pratiques, les goûts, les tendances, les choix que je me donne autour de ma sexualité parlent de moi, de ma manière de fonctionner, de ma psyché, de qui je suis au fond. Hein. Donc on va examiner ça ensemble, et puis on va passer peut-être un petit temps à en débattre avec vous. Donc juste pour dire pourquoi je me suis intéressée à ce sujet, parce que il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, il y a une grande partie de la population sur Terre qui s'intéresse au sujet de la sexualité. Parce que ça fait partie inhérente et dominante de tout un cheptel de notre manière de fonctionner. Ça nous parle beaucoup, ça renvoie aussi à la libido, hein, qui est l'énergie de vie, et donc à notre vitalité, à notre capacité de mettre des forces vives à l'intérieur de nous et les exprimer. Donc c'est quand même un sujet qui concerne énormément de personnes. Mais là, je voudrais l'aborder avec vous sous l'angle de comment nos manières de vivre, de croire, de penser, de sentir la sexualité parlent de notre manière de nous mettre au monde, d'exister, de nos traits de caractère en fait. Hein. Parce que c'est jamais anodin. On imagine qu'on a du choix, hein, tiens, on choisit plutôt telle pratique ou telle pratique, on est plutôt quelqu'un de romantique dans la sexualité, ou donc d'affectif, de délicat, ou plutôt quelqu'un de très puissant avec une sexualité dite sauvage. Mais en fait, on n'a pas tant de choix que ça. Hein. À chaque fois qu'on va dans une direction, ça parle de nos conditionnements, de nos goûts, de nos manières d'être au monde en fait. Donc ça va être intéressant avec vous d'explorer justement les différents types de sexualité qui existent, les différents genres aussi, et puis les pratiques, et puis d'examiner après avec tout ça, au fond, par rapport à vous-même, quel type de personnalité vous préférez, et en quoi ça parle de vous, en quoi ça parle de même les fantasmes. Hein. Très souvent les fantasmes ont à voir avec des problématiques de vie, avec des goûts différents, avec des obstacles sur votre route, avec par exemple un besoin de lâcher prise. Donc ça parle de vous, ça ne parle que de vous, indépendamment du contenu du fantasme par exemple, ou indépendamment de votre manière d'exprimer votre sexualité. Donc ce ne sont pas vraiment des choix, c'est vraiment en regard à ce qui se vit en amont, derrière ce qui s'exprime et ce qui est observable dans votre manière de fonctionner dans la sexualité. Ce que je vais d'abord développer avec vous, c'est vraiment les grands types de sexualité que vous connaissez d'ailleurs, et en fait qui est relative aussi à une grille de lecture que j'avais déjà déclinée ici, avec la grille de lecture des niveaux de l'amour des Grecs, hein, Eros, Philia et Agapé. Donc on va voir se décliner, et d'ailleurs ça va aussi ça a à voir avec les chakras, si vous y croyez aux chakras, enfin bref. C'est les premiers, deuxième, troisième, ici. C'est les différents étages hein, qu'on va retrouver. Donc selon où votre centre d'énergie est investi, vous allez avoir des différents types de sexualité. Hein, la sexualité qui est enracinée, qu'on appelle Eros, hein, une sexualité avec une énergie vitale forte, instinctive, pulsionnelle, elle est ici au niveau du premier chakra. Hein. Donc c'est une sexualité dite puissante, sauvage, et ça va donner un profil amoureux, hein, ça va donner une personne qui va aimer beaucoup la relation charnelle, qui va en avoir besoin et qui va être très puissant là-dedans. Hein. Donc sa personnalité va s'exprimer parce que son centre investi va être beaucoup en bas, beaucoup au niveau du premier chakra. Hein. Et alors, le centre, on appelle instinctivo-moteur. Voilà. Ça, c'est un type de sexualité, donc va se décliner un profil avec ça. Hein. Évidemment, on en parlera, ça peut aussi provoquer des addictions. Quelqu'un qui investit le centre plutôt du cœur va se décliner sur un profil plutôt de romantique.
sexualité tendre. Donc il va privilégier par exemple l'affection, la tendresse, l'amitié, ça peut être aussi une amitié érotique, hein, des choses comme ça. Donc il va investir dans le centre affectif. Donc il ne peut pas y avoir pour ce type de profil qui investissent beaucoup la tendresse et le cœur, de rapport sexuel sans qu'il y ait d'investissement affectif et sentimental. Il faut qu'il y ait du cœur, il faut qu'il y ait l'ouverture du cœur. Donc ça c'est un mot qui est à la mode, mais néanmoins il y a des profils amoureux, des personnes qui vont être beaucoup moins en bas et beaucoup plus en haut. Donc on va retrouver de la délicatesse, un besoin d'être considéré, d'être respecté, d'avoir pas mal de préliminaires avant d'aller directement dans la génitalité. Hein. Donc tout ça, ça fait partie de ce deuxième étage ici, de ce type de profil, qui vont investir au niveau du cœur et qui vont demander des partenaires, à leurs partenaires d'investir aussi ce centre. Et donc d'être jugeant par rapport à des personnes très souvent qui ont une sexualité qui est trop puissante, trop éros. Enfin, ils peuvent aller jusqu'à je juge ceux qui sont trop là-dedans parce que ça manque de délicatesse, ça manque de sensibilité, etc. etc. On pourrait dire qu'ici, bon, après on peut tout extrapoler, hein, on pourrait dire que la sexualité puissante elle est plus masculine et la sexualité tendre elle est plus féminine. Mais comme vous le savez comme moi, à l'intérieur de chaque être humain, il y a une polarité féminine et une polarité masculine. Donc il y a des femmes qui développent beaucoup plus la polarité masculine et qui peuvent avoir une sexualité très puissante, très instinctive, très sauvage comme ça. Il y avait même un livre sur la femme sauvage, hein. Retrouvez votre femme sauvage. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi de laisser libre cours pour une femme à la sexualité sauvage. Et pour un homme, à investir le centre du cœur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la polarité féminine. Voilà. Donc ça va donner naissance à des profils amoureux en fonction de leur type et leur choix soi-disant de sexualité. Et puis vous avez une sexualité qui est ni là ni là, qu'on va dire alignée sexe, cœur plus haut, tête, sexe, cœur, tête, ce qu'on appelle la sexualité intégrative, qui est une sexualité qui tient compte de l'ensemble et de la globalité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par l'éros, il faut investir ce centre complètement, ne pas en avoir peur, y aller totalement dans le charnel, je dirais ça comme ça, ouvrir totalement son cœur, avoir cette disponibilité de ne pas avoir peur de se prendre un bateau, de souffrir, donc ouvrir aussi complètement son cœur, ouvrir son sexe, ouvrir son cœur, pour ensuite pouvoir permettre à l'énergie sexuelle de monter et d'aller investir des centres plus élevés, qui sont les chakras du haut ici, qui vont pouvoir s'ouvrir également, parce que si on n'ouvre pas en bas et ici, ça ne peut pas s'ouvrir plus haut hein, directement, en tout cas pas par cette sexualité intégrative qu'on appelle intégrative. Donc s'ouvrir complètement ici, complètement dans le cœur, pour pouvoir ouvrir plus haut et ce qu'on va appeler le transport mystique, utiliser la sexualité comme une porte d'entrée dans une voie mystique, qui va donner naissance à des états de conscience élargis où vous allez toucher l'unité, qu'on appelle l'extase mystique, hein, et grâce à la relation amoureuse, à la relation charnelle, à la communion des corps, des cœurs et des âmes, vous pouvez à ce moment-là parfois toucher des espaces mystiques qui sont des espaces où vous touchez l'absolu, hein, des moments comme ça où vous allez visiter une rencontre avec l'absolu, Dieu, le divin, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc grâce à la sexualité, on appelle aussi tantrique. Donc ça c'est plusieurs types de sexualité. Et puis à savoir qu'il y a aussi des alternatives, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont désinvestir la sexualité. Ça donne aussi des profils de personnalité. Hein. On va les appeler les asexuels, asexualité, sans sexualité. Donc ils vont justement choisir de ne pas avoir de sexualité du tout. Donc ils vont complètement la désinvestir. D'ailleurs ça fait penser au profil anorexique hein, qui se désintéresse de la nourriture. La nourriture c'est pareil que la sexualité, ça a quelque chose à voir avec se nourrir, se remplir, remettre de l'énergie de vie dans le moteur. Hein. Donc la sexualité, les gens qui se consacrent à la sexualité, c'est-à-dire qui décident de ne plus se livrer à la sexualité du tout, c'est un choix,
Ils ont été interviewés, d'ailleurs il y a quelqu'un que je connais bien qui a fait tout un livre sur la sexualité, une enquête là-dessus, et en fait, très souvent, ils vont choisir ce processus pour aussi leur permettre de sublimer. Ce sont souvent des personnes qui vont sublimer, c'est-à-dire investir leur énergie ailleurs, soit dans l'art, soit dans l'esthétique, soit dans un idéal humaniste, soit dans un idéal professionnel, de réalisation de soi, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'ils vont désinvestir cette sphère pour surinvestir ailleurs, pour sublimer, transformer cette énergie de vie en autre chose, dans un processus de sublimation, où ça peut être une religieuse, un religieux qui part dans une sublimation de quelque chose, et donc se départir de la sexualité, qui est vue ici comme pas porteuse, peu porteuse. Donc est-ce un choix par défaut ou un vrai choix? Ça on ne peut pas dire, mais en tout cas il y a des personnes aussi qui vont désinvestir complètement le champ de la sexualité, comme certains d'autres, surtout ceux-là, ceux qui investissent Eros, vont surinvestir le champ de la sexualité, ce qui peut donner naissance aussi à des processus d'addiction. Il y a des gens qui sont addicts à la sexualité, et c'est très souffrant parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer, ils sont en manque dès qu'il n'y a pas leur dose, alors que ceux-là, ils ont décidé surtout de l'éviter, de nier et de partir dans autre chose pour trouver une forme de paix, de sérénité, ou de bonheur, ou d'extase, en tout cas en ne passant pas par ce biais-là. Voilà. Et autre chose, on parlera aussi des déviances sexuelles, puisque ça parle aussi de nous, déviance égale chaos, ce sont des personnalités chaotiques, instables, qui à un moment donné vont générer des troubles du comportement et aussi des troubles qui vont s'orienter autour de la sexualité, comme la perversion sexuelle, certaines perversions, l'exhibitionnisme, le viol, etc. Donc ça aussi c'est des troubles de la personnalité qui vont émerger dans la sexualité de la personne. Donc ça donne des sexualités chaotiques. Bon, c'est quand même relativement rare, mais ça existe, c'est pour ça que je vous en parle. Donc je vais développer les différents types comme ça, à savoir, ça va donner naissance à des genres aussi, à des profils amoureux. Et moi je vous invite à regarder quel est votre profil amoureux, votre profil sexuel, je dirais, parce que le profil amoureux et sexuel, c'est intéressant, ça peut être parlant. Ça peut être une manière de mieux se connaître et de voir comment, à l'intérieur de nous, il y a plein de facettes en nous, des parties de nous qui se révèlent dans notre sexualité. Et non seulement des parties de nous, mais parfois même des conflits en nous. Il peut y avoir une envie d'avoir une sexualité très épanouie, donc d'aller vers, de se donner à quelqu'un, etc. Et puis, il peut y avoir beaucoup d'inhibitions. On peut être pris entre j'ai envie, j'ai peur. Parce que dans le parcours et dans l'enfance, probablement, il y a peut-être eu des ruptures difficiles, des abus, des intrusions, des séparations compliquées. Et donc la personne, elle est dans j'ai envie, j'ai peur. Donc il y a souvent des conflits à l'intérieur de nous qui vont parler dans la sexualité et qui vont donner naissance à des troubles que je vais exposer aussi. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de répertorier ce soir les profils, c'est-à-dire les genres sexuels, de profils amoureux sexuels qui existent sur le plan humain. Alors, ce que j'ai repéré, je vous fais d'abord un exposé, puis après je vous donnerai la parole pour les questions si ça vous parle, si vous reconnaissez aussi là-dedans. C'est dans la sexualité, il y a le genre offreur, celui qui donne, le donnant. Dans une autre conférence, je l'avais appelé aussi ceux qui donnent trop. Je ne sais pas si vous étiez là, mais c'était la personne qui est dans ce profil de je fais passer l'autre avant moi, je veux donner, je vais donner, je veux donner, et moi je m'oublie. Donc ce profil de l'offreur, dans la sexualité on le retrouve. C'est quelqu'un, pas que les hommes, il peut y avoir des femmes aussi, qui sont très dans je suis soucieux de ton bien-être. Je crois, c'est une croyance, je crois que grâce à moi, tu peux avoir un orgasme ou tu peux avoir du plaisir, que c'est grâce à moi, donc ça le postulat est complètement erroné dès le départ, mais il y a une envie de faire plaisir à l'autre, d'être soucieux et inquiet du bien-être de l'autre,
et sinon la personne elle va pas bien. C'est-à-dire elle se sent mal si elle ne sait pas s'occuper d'elle en fait. Elle se sent responsable de l'orgasme ou du bien-être de l'autre. Voilà. Donc ça c'est déjà excessif et en général ça fout tout en l'air parce que, je vous le dis, hein, c'est un petit truc que je vous donne, c'est que les personnes qui sont trop inquiètes du plaisir de l'autre se déconnectent d'elle et à force d'être comme ça, eh bien on ne sent plus leur présence en fait. Elles sont plus en contact avec leur propre présence et en étant penchées sur l'autre, eh bien c'est plus excitant quoi. C'est plus intéressant puisqu'elle est plus sur elle, elle est penchée sur l'autre. Donc ça peut être extrêmement compliqué quand vous avez affaire à un partenaire femme ou homme. Très souvent les hommes sont comme ça, mais il peut y avoir des femmes qui sont trop excessivement penchées, trop dans je te donne, je veux te donner. Et il faut regarder que derrière un je te donne, je veux te faire plaisir, je m'occupe de toi, je te vénère de partout, etc. Il y a, et ça c'est pas vu, c'est pas souvent reconnu, c'est derrière je te donne pour que tu m'aimes. Je te donne parce que quelque part je veux reprendre derrière. C'est narcissique. Je te donne pour que derrière tu dises à la fin oh combien je suis un bon amant, une bonne amante. C'est pas donner pour donner, hein. On croit que c'est altruiste. Je l'avais dit, c'est souvent pas reconnu. C'est la personne, elle ne voit pas que derrière elle a besoin qu'en retour le partenaire lui dise oh combien c'est un bon amant, qu'il l'a fait jouir, que grâce à elle, grâce à lui, c'est extraordinaire ce qu'elle vit, etc., etc. Donc ce postulat que je dénonce d'ailleurs, hein, qui est la croyance que en amour, en sexualité en tout cas, je suis responsable du plaisir de l'autre, est complètement faux. Hein. Vous êtes responsable de savoir vous donner du plaisir à travers l'autre, à travers le partenaire. Mais vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas censé satisfaire les besoins de l'autre. Vous n'êtes pas censé lui donner un orgasme. Voilà, ça c'est faux. Vous n'êtes pas responsable du plaisir de l'autre, vous êtes responsable de votre capacité à savoir utiliser l'autre pour vous donner du plaisir et réciproquement. Donc chacun s'utilise pas d'une manière péjorative, mais chacun est responsable de savoir se donner du plaisir en faisant l'amour avec l'autre. Voilà. Ça c'est pour sortir de l'excès de l'offreur. Hein. L'offreur, l'offrande, celui qui donne trop, qui serait un profil excessif. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner en amour et en sexualité, mais être penché sur l'autre, c'est s'oublier, se perdre dans l'autre. C'est se déconnecter de soi. Et là, ça manque de présence sérieuse. Deuxième profil, qui est le profil inversé, hein, c'est, il y a l'offreur, celui qui donne trop, et il y a celui qui est plutôt, donc on pourrait parler yang ici, là, plutôt j'y vais, je suis actif, j'ai le rôle actif, et l'inverse, c'est je suis dans le rôle yin. C'est-à-dire je suis dans le rôle, je prends, je reçois, j'attends, le demandeur, hein, j'attends que l'autre vienne m'exciter, me stimuler, me donner, je suis dans la réception, voilà, passif, j'attends que ça vienne à moi. Et souvent c'est féminin, hein, mais pas que. Je rappelle qu'il y a des hommes qui fonctionnent comme ça. Dans la polarité féminine, il y a la réceptivité. J'accueille, je t'attends, j'attends que tu viennes me stimuler, j'attends que tu viennes réveiller la princesse endormie, j'attends voilà, que tu me chauffes, quoi, quelque part. Hein, et c'est l'archétype du féminin. Puisqu'effectivement, dans l'archétype féminin, en général, on dit que la femme, elle est endormie au niveau génital. Et qu'elle est dans le cœur, et qu'elle attend que l'homme la réveille dans son énergie de la verticalité, dans son énergie sexuelle, dans le côté premier chakra. Hein. Et elle va lui permettre de monter dans son cœur. Ça, c'est l'archétype. Parce que lui, il a le cœur plutôt fermé au départ et le sexe ouvert, et on dit que la femme, c'est l'inverse. Elle a plutôt le sexe fermé et le cœur ouvert. Et donc voilà la chimie qui est prévue au niveau archétypal. Ça reste un niveau archétypal, je vous précise, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons tous en tant qu'androgynes, hein, la polarité féminine et masculine en nous. Donc certaines femmes vont être plus fonctionner comme un homme, je dirais, et certains hommes vont avoir un féminin plus fort et donc fonctionner comme une femme dans la sexualité. Donc voilà, les archétypes restent des archétypes. Donc le demandeur, c'est plus yin, hein, c'est plus féminin et plus passif. Un rôle plus passif et il attend d'être réveillé, excité, stimulé, vénéré par le partenaire. Voilà. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi de jouer ce rôle-là, mais en excès, et c'est toujours ça que je dénonce, en excès, eh bien, en fait, il veut prendre, hein, il ne veut pas donner, lui, il a du mal à donner, il attend.
Donc il y a quelque chose de l'ordre de passif, d'attentiste, et quelque part c'est je suis revêche, si tu ne donnes pas, je te donne rien. C'est souvent comme ça que ça se passe. Si tu viens pas vers moi, si tu fais pas le nécessaire, alors je t'en veux, je te fais la tête, je boude, parce que tu viens pas me réveiller, voilà, t'es pas assez actif, je suis trop attentiste en fait. Donc évidemment, vous avez vite compris qu'il ne s'agit pas de rester coincé dans un des rôles. Il s'agit de trouver une certaine mobilité dans un couple, hein, entre donnant, recevant et donnant. Et je suis capable par moment d'être dans le rôle actif, et par moment je suis capable d'être dans le rôle je reçois, passif, et qu'il y a une certaine mobilité des rôles, et non pas une fixité. C'est toujours soi-disant l'homme qui doit faire les premiers pas et être actif, et la femme qui doit être attentiste et réceptive, passive. Donc c'est pas mal, ça fonctionne bien dans les couples quand il y a mobilité des rôles et pas fixité des rôles. Voilà. Regardez si vous vous reconnaissez plutôt dans le côté actif ou passif. Autre profil amoureux, sexuel, l'aventurier. L'aventurier, c'est celui ou celle qui va préférer partir à l'aventure, explorer la sexualité, les aventures, les relations. Alors, les relations, mais aussi dans la sexualité, l'aventurier, c'est prendre des risques aussi. Hein. Et c'est souvent en lien avec un goût d'intensité. Hein. C'est l'aventurier, il aime découvrir, il aime prendre des risques, il aime rencontrer des nouvelles choses, la nouveauté. Hein. Il a le goût de la nouveauté, il n'aime pas la routine, il aime les choses piquantées. Hein. Donc on va pouvoir trouver ici un lien avec certaines pratiques. Chez les aventuriers de la sexualité, ils vont s'intéresser par exemple au libertinage. Bon, hier je donnais une conférence sur le libertinage. À l'échangisme, à la sexualité de groupe, ils vont s'intéresser en tant qu'explorateurs, hein, à différents types de partenaires pour voir, bah tiens, avec ce partenaire je ne vis pas la même chose qu'avec celui-là, ils sont tous différents, donc je rencontre différentes facettes de moi en explorant différents partenaires. Hein. Donc ça c'est l'aventurier, l'aventurière et l'explorateur. Mais il faut voir que les personnes qui ont ce type de sexualité, c'est pas un hasard, il n'y a aucun hasard là-dedans, c'est parce que déjà petits, ils ont reçu suffisamment de sécurisation pour partir à l'aventure dès l'âge de 2 ans. Voilà, c'est important de comprendre, il n'y a pas de choix ici, c'est juste un conditionnement. Hein, et qui va se retrouver à travers la sexualité, mais c'était déjà comme ça petit, ça a été, et sur d'autres plans, sur d'autres sphères, les aventuriers du sexe sont aussi des aventuriers en général. Hein, ils aiment l'exploration en général. Et ils ont pu explorer le monde parce qu'enfants, ils avaient eu un support de sécurisation suffisamment fort pour qu'ils puissent s'appuyer dessus et pouvoir aller à la découverte du monde. Parce que je ne peux pas aller à la découverte du monde si j'ai une maman ou un papa qui ne me laisse pas suffisamment de sécurité. C'est-à-dire que je ne peux pas m'appuyer dessus, je n'ai pas de socle. Alors je ne peux pas aller découvrir le monde en paix, tranquille, en étant en sécurité, parce que je sais que quand je reviens, il y a quelqu'un ici qui me sécurise. Voilà. Je suis protégée. Hein. Donc les aventuriers du sexe et de l'amour, ça va être aussi un profil amoureux, mais qui est déjà en trace depuis l'enfance. Hein, déjà, ça n'existe pas par hasard comme ça. Hein. À l'inverse, vous avez le profil inverse qui est le sécure sexuel, je dirais. C'est quelqu'un qui va privilégier la sécurité dans la sexualité. Donc ça va se voir comment. Donc c'est une personne, femme ou homme. Hein, là, franchement, on dit souvent oui, c'est les femmes, mais ça peut être des hommes aussi. Hein, qui vont préférer la sécurité du couple. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre souvent en couple et elles ne vont pas tellement chercher ailleurs. Quoi. Elles vont rester dans une forme de stabilité, rechercher la stabilité à travers le couple et notamment à travers la sexualité dans le couple. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est super parce qu'il y a des arguments pour. Hein. Mais quand on est avec le même partenaire, enfin on peut approfondir quelque chose. Si vous papillonnez, vous butinez, alors vous vous dispersez, vous ne pouvez pas approfondir quelque chose. Voilà. Ça, c'est des arguments classiques, je fais par cœur, donc je vous les ressors. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a rien de... Tout est vrai, tout est faux là-dedans. À la fois, ça peut être vrai que
que dans une sexualité dite sécure, qu'on va trouver avec un et un seul partenaire sur une continuité, avec une sexualité qui peut être épanouissante, hein, mais voilà, toujours avec la même personne. Ça peut être très intéressant sur le thème d'approfondir, mais l'écueil, hein, ça vous l'avez remarqué, c'est qu'au bout d'un moment, quand la personne devient acquise, il y a comme une forme d'usure du désir. Acquise dans le sens, c'est mon objet de sécurisation, il est là, voilà, je sais que c'est toujours avec lui que je vais faire l'amour, donc ça me sécurise quelque part, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un désir qui peut s'émousser, parce qu'il y a une forme de routine, et il n'y a plus de tension du désir, il n'y a plus de besoin de captation. Plus besoin de capter l'autre, il est capté. Et vous savez que souvent le désir naît du manque. Donc ça, il n'y a pas que ce postulat-là, mais un des postulats, notamment en philosophie, c'est disait comme ça que sans manque, il n'y a pas de désir. Donc quand on est dans un couple établi, il y a moins de manque, donc il y a plus une usure du désir, il y a plus un émoussement du désir, donc il y a besoin de revivifier la sexualité. Donc voilà, alors après il peut y avoir, ça peut donner lieu à des pratiques justement d'échangistes, etc., pour pimenter un peu comme des parenthèses, en retrouvant la stabilité du couple, c'est-à-dire on va quand même chercher à se sécuriser entre nous, donc à contrôler quand même le partenaire dans sa sexualité. Il n'est pas si libre que ça, même s'il y a des pratiques un peu pimentées, exploratrices par ailleurs, dans ce type de couple sécure, une personnalité sécure. En général, la personnalité sécure en sexualité va chercher, de toute façon, à contrôler son partenaire. Il va y avoir de la possessivité dans l'air, c'est-à-dire qu'elle va le laisser libre, mais pas trop. Il faut qu'elle revienne. Il faut que ce soit... Il y a une sexualité aussi que j'ai découverte qui s'appelle le candolisme. Le candolisme, c'est... une sexualité à 3, donc il y a une tierce, donc il y a 2 personnes, plus une troisième, et la troisième regarde, donc c'est voyeuriste, hein, c'est sous ses yeux, donc il a du plaisir à voir sa partenaire se donner à une autre, ou son partenaire se donner à un autre. D'accord ? Le truc, c'est que ici, il y a du contrôle, c'est-à-dire j'ai du plaisir, certes, à aimer que mon partenaire ait du plaisir, se passe du bien, mais il y a aussi, c'est fait avec moi, ça ne peut pas être derrière moi, pas dans mon dos. Il faut que je sois là, il faut que je contrôle la situation quand même, c'est moi qui maîtrise. Donc il y a un sentiment de maîtrise qui est en lien avec le besoin de se sécuriser. Avec la sécurité, il y a toujours le contrôle, hein. Il n'y a jamais de sécurité sans contrôle. Donc les profils qui ont besoin de sécuriser vont être très contrôlants, hein, très possessifs, très contrôlants. Ils ne vont pas lâcher le partenaire comme ça. Ça, c'est juste pas possible. Ça donne un certain type de profil avec le plus et le moins de ce profil, comme le plus et le moins de l'aventurier, qui à terme, quelqu'un qui ne serait que aventurier de la sexualité, il ne peut pas construire une relation à long terme, parce qu'il va trouver ça fade, hein, il va s'ennuyer assez vite, il va dire oh là là, quoi bon, tous les possibles sont à moi, tous les multiples là, pourquoi je vais m'embêter avec une et une seule personne? Ça n'a pas tellement d'intérêt, je préfère l'aventure. Voilà. Donc vous voyez que les excès sont toujours nuisibles, quel que soit le profil, dans les excès c'est nuisible. Donc j'ai toujours cette recherche de l'équilibre entre ni trop peu qui va être intéressante. Un autre genre amoureux sexuel, c'est ce que j'avais appelé le profil des frileux de l'amour. Alors on va le retrouver dans la sexualité, hein, qui va être plutôt ici, ce qu'on appelle aussi les types schizoïdes, qui va donner aussi dans la sexualité une difficulté ou une incapacité à ressentir émotionnellement, mais à ressentir de manière kinesthésique, sensoriellement aussi. Donc les frileux, c'est des personnes qui sont plutôt gelées, quoi. Hein, gelées, elles ne font pas exprès d'être comme ça. Bon, il y a eu tout un tas de traumas, mais ça donne naissance à des personnes qui sont tièdes, quoi, qui ont peur, qui sont plutôt inhibées dans la sexualité. Donc un peu rigidifiées, quoi, un peu froides comme ça, hein, et beaucoup cérébrales. Voilà. Et donc la difficulté, c'est de ressentir des sensations dans le corps ou des émotions. Et à savoir que ces personnes-là, ce sont celles qui ont le plus besoin de sentir parce qu'elles ne se sentent pas très vivantes. Mais elles en ont très peur. Elles ont un fort besoin d'aller en sexualité, mais, parce que c'est très sensoriel et très vivant, mais elles en ont très peur. Ça leur fait à la fois très peur. Voilà. Donc elles y vont un peu, mais pas trop. Hein. Donc si vous fonctionnez avec quelqu'un comme ça, il faut les apprivoiser, j'avais dit. Parce qu'ils sont en hypo au niveau hyposensitif.
Hein. Voilà. Et tout, pour eux, dans ce profil-là, tout est trop tout de suite. Voilà. Si vous êtes trop vite sur eux, vous les brusquez. Si, donc ils vont prendre peur. Si les gestes sont trop actifs, s'il y a trop d'émotions, ça va être tout de suite trop pour cela. Voilà. Donc il faut y aller à petite dose et les apprivoiser. Ça, c'est les frileux. À l'inverse, vous avez un autre profil sexuel qui est ceux qui sentent tout énormément, les hyper. Alors ça peut être hyper émotif, donc hyper, ils mettent du trop partout, hein. Donc ils mettent de l'émotionnel de partout, et ils mettent du sensuel et du sensible de partout, quoi. Donc ça vibre partout, on les entend hein, des fois, hein, ça fait beaucoup de bruit, voilà, vous voyez un peu hystérique comme ça, hein, donc, et c'est amusant, ça me fait penser, ça m'associe sur quelque chose, c'est que très souvent il y a une croyance dans ces profils-là, comme quoi faire du bruit, montrer au partenaire que en termes énergétiques, ça bouillonne, on fait plein de bruit, on fait waouh, tout ça, c'est super, il y a plein d'énergie qui circule, waouh, waouh, super et tout. C'est une manière de se valider et de valider à l'autre, tu me donnes du plaisir, je te montre que tu me donnes du plaisir. J'en fais beaucoup, quoi. Mais au fond, quand vous les interviewez, ces personnes-là, elles ne sentent pas tant que ça. C'est juste montrer, quoi. C'est juste exprimer quelque chose pour faire genre, ça fait bien dans l'image, c'est surtout rattaché à l'image de marque, ça fait chic de montrer que je suis dans le move et que je fais du bruit et que j'ai de l'extase et que j'ai de l'énergie, des vibrations, voilà, super et tout. Hein. Je fais tout monter, l'énergie, etc. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'elles sentent beaucoup. Hein. Ceux qui sentent vraiment beaucoup, ils n'ont pas besoin de faire tant de bruit que ça. Généralement. Pas bête d'en faire autant. Donc c'est plutôt intériorisé. Hein. Mais il y a des personnes qui effectivement vont, à peine on les frôle, ils vont sentir, ils vont être très sensibles au niveau sensitif. Voilà. C'est ceux-là que j'appelle ceux qui sentent beaucoup. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de démonstration pour vraiment être très... Voilà, dès qu'on les touche, ils sentent, ils vivent les choses très profondément de l'intérieur sans avoir besoin d'être très démonstratifs. En général, les démonstratifs, c'est des sgouffes. Hein. Mais bon, voilà. Quand vous ferez vos expériences, pardon, mais ensuite, dans les profils, là je vais décrire un autre profil que je connais parce que je rencontre tout ça au cabinet, c'est les addictifs sexuels. Ceux qui ont vraiment du mal à se passer de la sexualité. Donc c'est quoi? Et pourquoi? Alors pourquoi ça existe? Ça existe parce que, à savoir que la sexualité, c'est un carburant de la vitalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, certaines personnes ne savent pas apprécier la vie, ne savent pas se sentir exister vivant sans passer par ce biais-là. Hein, parce que dans la sexualité, on sent beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de choses, quoi. Hein, on traverse à ce moment-là, beaucoup d'énergie. Hein. Et donc, certaines personnes ne peuvent pas goûter ce sentiment d'exister sans en passer par là. Donc ça va leur créer une addiction. Et très souvent, cette addiction prend le chemin de l'addiction à l'intensité. C'est la même chose. Addiction aux sensations fortes, aux émotions fortes, et donc à une sexualité forte. Voilà. Et donc c'est extrêmement souffrant parce que elles ne peuvent pas s'en passer. Donc il leur faut toujours et encore plus. Donc la sexualité, ça se fait à deux ou à plusieurs. Mais il faut toujours un partenaire au moins. Il n'y a pas toujours le partenaire en face qui est partant. Et puis même, j'ai parfois vu dans les couples que quelqu'un qui est trop dans la demande sexuelle, parfois il peut faire fuir son partenaire. Hein. Au bout d'un moment, bon, c'est bon, quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ça peut être surinvesti, quoi. Hein. Alors, il y a 3 types d'addictions que j'avais nommées. Il y a l'addiction sexe-sexe, hein, vraiment éros, quoi. Donc c'est vraiment celui qui a besoin, qui a beaucoup de pulsions et qui a besoin de... Enfin moi, hein, qui a vraiment un besoin de satisfaire ses pulsions sexuelles. Alors donc, ça m'amuse aussi puisqu'on parle de ça, parce qu'on dit souvent les hommes ne contrôlent pas leur... Ça c'est encore une croyance qui se promène. Les hommes ne contrôlent pas leur pulsion sexuelle. Et dans l'archétype masculin, le mâle essaime avec...
et doit donner ses spermatozoïdes aux femelles pour les embrosser. Vous connaissez ça, hein? Donc il y a un archétype qui tourne autour de ça et qui donne une croyance qui est encore vraie de nos jours. J'entends beaucoup, hein, on raconte beaucoup des choses comme ça. Hein. Les hommes, vous savez, ne contrôlent pas leur pulsion et donc ils ne peuvent pas s'empêcher de séduire, d'être des don Juan, parce qu'ils ont besoin de mettre leur sperme un peu partout. Voilà. En gros, c'est ça, je vous le fais court, mais c'est ça l'histoire. Voilà. Bon, alors, ok, toujours les archétypes sont intéressants parce que il peut y avoir quelque chose effectivement de la fonctionnalité de comment on est fabriqué en tant qu'homme ou femme. Donc je ne dis pas que c'est faux, hein. Mais quand c'est un postulat érigé en valeur absolue, c'est embêtant. Parce que ça voudrait dire que tous les hommes ne contrôlent pas leur sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une femelle qui passe dans le coin qui est un peu mignonne, vous êtes marié à un homme, vous êtes en compagnonnage avec un homme, il ne va pas pouvoir s'empêcher d'aller sauter la damoiselle là, parce que juste elle passe par là. Donc ça devient ridicule l'histoire. Ça veut dire que l'homme, c'est votre compagnon, il n'est pas capable de se responsabiliser et de contrôler jusqu'où il va, quoi. À quel moment il place sa limite. Mais bon, ça veut dire qu'il a déconnecté au niveau du cerveau, quoi. Il a une case en moins, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu excessif d'avoir une organisation comme ça, de penser comme ça, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que vous voyez votre partenaire en face comme vraiment un manque de neurones, quoi. Tout est dans le sexe, et puis c'est son sexe qui le guide, il n'y a plus de compétence de raisonner, de contrôler sa sexualité, c'est carrément excessif. Alors moi je veux bien, on peut tout imaginer, mais là on part vraiment dans les excès. Et j'en parle parce que j'entends des fois des choses autour de ça quand même un peu excessif. Donc si effectivement l'homme ou la femme, parce qu'il y a des femmes qui sont nymphomanes, hein, mais vraiment hein, ça fait partie aussi des troubles de la sexualité, ne peut pas contrôler sa sexualité, c'est que derrière ça part d'un endroit de la personne elle ne peut pas se passer de la sexualité. C'est dysfonctionnel. Hein. Elle ne peut pas s'en passer, parce que la plupart du temps, je vous rappelle, que ça lui permet de se sentir vivante, comme si elle ne sait pas qu'elle est vivante. Voilà. Donc elle a besoin de passer par cette stratégie pour se sentir vivante. Elle ne peut pas goûter la vie autrement qu'en utilisant cette stratégie. Donc c'est évidemment réducteur. Hein. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a des personnes qui ont plus d'énergie en bas, d'autres plus au... Voilà, ça dépend des centres hein, qu'on investit. Mais même les personnes qui ont une bonne énergie sexuelle et qui sont assez puissantes au niveau du premier chakra, elles contrôlent, c'est capable de contrôler leur sexualité. Elles ne sautent pas non plus sur tout ce qui bouge parce que d'un coup, quelqu'un passe par là, quoi. Hein, l'être humain, c'est quand même le cerveau préfrontal et le néocortex, c'est notre troisième étage. On n'est pas que des mammifères supérieurs qui fonctionnent qu'avec un cerveau reptilien, genre désir, engrosser quelqu'un, c'est un peu limité comme vision de l'homme. Hein. Alors le deuxième type d'addiction, là j'étais sur l'addiction basse, basse premier chakra, hein, Eros, très charnelle comme ça. Il peut y avoir une addiction romantique. Une addiction, vous savez, les éternels amoureux romantiques, hein, ça existe aussi. Hein. Donc il peut y en avoir qui sont hommes ou femmes, qui peuvent être très amoureux de leurs états amoureux. Donc ils veulent du romantisme à tout prix, ils veulent de l'affect. Voilà, donc on les appelle les romantiques. Hein. Et c'est aussi une forme d'addiction, c'est un shoot. C'est le même shoot que celui qui est addict au sexe, hein, mais c'est un shoot à l'amour. Voilà. Love, peace and love. Voilà, donc, et c'est pas mieux, hein, c'est ni plus ni moins, c'est juste différent. C'est une addiction parce qu'ils ne peuvent pas se passer de relation s'il n'y a pas ce côté affectif, romantique, sentimental. Voilà. Donc ça peut être aussi très excessif quand la personne ne peut pas s'en passer. Il lui faut de la romance, quoi. Hein. Donc voilà, donc là, si vous ne lui faites pas un petit bout de romance, pas les violons, etc., ça va marcher. C'est une impulsion comme une autre, parce que la personne va être addicte au rêve d'idéal, à la soif d'absolu de l'amour romantique, voilà, ça va sortir les briquets, et donc elle vit dans un rêve, et c'est une illusion, elle n'est pas en contact avec le réel. Parce que dès que le partenaire est un peu... on sort du romantisme et que dans la réalité, le quotidien, voilà, ce n'est que ça,
elle ne va pas le tolérer, il va falloir qu'elle trouve un nouveau partenaire, ou un partenaire de roman, ça peut être dans un roman, ou à travers une autre personne, mais elle va devoir se shooter au rêve amoureux quelque part. Voilà. Et donc, elle ne va pas pouvoir aimer son partenaire qui est là, quand il est en couple avec elle très longtemps, parce qu'elle a besoin d'un shoot amoureux. Soit fantasmer, hein, ça peut être, si c'est une personne sécure, elle ne va pas vivre un passage à l'acte avec un autre partenaire, mais elle va rêver d'un autre. Mais pendant qu'elle rêve et qu'elle fantasme sur un autre, elle n'est pas là, elle n'est pas avec son partenaire, elle l'a quitté déjà. Je vous rappelle que pour moi, le passage à l'acte, il est aussi dans le désir. Si je passe mon temps à désirer un autre, je ne suis plus avec le partenaire, je ne suis plus en amour avec lui, je suis déjà plus là. Pas besoin du passage à l'acte. Hein. On n'est déjà plus là. Donc partir dans ses rêves, c'est la même chose. Voilà. Donc ça, c'est l'addiction philia, l'addiction, le romantique addict. Et puis, il y a le romantique, je vous rappelle, la sexualité dite intégrative. Il y a l'addict au transport tantrique, au transport mystique. Ça, c'est ceux qui sont les profils de personnalité qui ont le goût d'élévation. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, vous en connaissez peut-être, moi j'en suis bien, qui adorent alors regarde au ciel, en général, l'élévation, voilà, ce qu'il y a dans les hautes sphères, l'absolu, l'infinité, l'infini, enfin voilà, l'absolu, quelque chose comme ça, et qui vont rêver de toucher à ces espaces qui sont inhérents au sentiment de séparation. Hein. On arrive sur Terre, on se sent séparé, donc on va, la plupart d'entre nous, chercher la communion, hein, la réunion, on va chercher la non-séparation. Et la sexualité et l'amour, c'est une porte de ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont addicts à l'amour et à la sexualité, hein, et qui font tellement de couples et d'histoires amoureuses. La plupart des gens qui sont attachés à la relation amoureuse et à la sexualité, c'est tout simplement et tout bonnement parce qu'ils veulent revenir à la complétude et à sortir de ce sentiment de séparation qui est horrible et qui nous traverse dès la naissance. Donc il y a cette envie de se compléter avec l'autre et de chercher cet absolu à travers la relation amoureuse. Bon, évidemment, c'est un peu perdu d'avance, hein, parce que ça peut marcher de temps en temps, mais ça ne va pas marcher tout le temps. Voilà. Et donc, ce goût d'élévation, pour certains profils, eh ben, ça va donner une addiction au transport mystique. Alors, parce que peut-être un jour, ils vont trouver un partenaire dit tantrique qui est capable de les amener à cet espace illimité, comme ça, grâce à la sexualité. Et après, ça va générer souvent une addiction. Je veux y retourner, j'ai touché ça, oh, c'était waouh, j'ai toutes les lumières, j'ai pu m'abandonner en fait, j'ai lâché prise, oh là là, j'ai disparu, mon moi a disparu, tout a disparu, je suis dans un univers cosmique, je fais un avec l'ensemble, et donc c'est tellement jouissif et goûteux qu'il y a une mémoire de ça, et la personne dit « Oh là là, moi, le réel, tout ça, oh là, pas terrible. Je veux retourner à cette expansion mystique. Moi, je veux que ça. Donc, donnez-moi, trouvez-moi le partenaire X tantrique pour retourner à ce transport d'élévation. » Voilà. Donc, ça peut être aussi une addiction comme une autre, qui va être d'utiliser un partenaire, un très bon amant, on va dire ça comme ça, qui permet d'aller goûter l'élévation, goûter les transports mystiques, voilà, des choses absolument géniales. Voilà. Et tout ça, ça ne parle que de nous, de nos goûts, de nos tendances, de nos rêves, de nos soifs d'absolu, de nos soifs de se sentir vivant à travers le charnel, à travers la communion, etc. Ça ne parle que de nous. Autre chose dont je vous ai parlé maintenant, je descends dans le concret et aborder aussi les symptômes de la sexualité, des troubles de la sexualité qui parlent et qui nous révèlent aussi. Hein. C'est pas un hasard si on a tel ou tel trouble. Hein. Ça parle que de nous. Les symptômes les plus connus chez les femmes, on va parler de frigidité, de sécheresse vaginale, on va parler de pudeur aussi excessive, hein. Il y a des femmes qui sont beaucoup dans la retenue, dans la pudeur, la honte avec la sexualité. Il peut y avoir un couplage qui apparaît comme ça, sexualité sale, honteux, c'est-à-dire qu'il y a une association neuronale qui est faite, hein. La sexualité, oh là là, si je vais là-dedans, je suis une salope, je suis une info, c'est honteux. Donc tout ça,
aussi à l'éducation et le parcours de la personne. Est-ce qu'elle a été dressée dans des codes religieux, dans des codes puritanistes, qui ont fait qu'elle croit que la sexualité c'est quelque chose de sale, de honteux, et qu'il faut y aller à petite dose, pas trop, en tout cas pas en parler, pas être libre de ça. Donc ça peut être aussi, les symptômes peuvent révéler tout le parcours de la personne, où elle est passée, hein, en fonction du symptôme, on voit ce qui a pu se passer, on peut imaginer ce qui a pu se passer avant. Parce qu'on lui a raconté comment ses parents aussi vivaient leur sexualité, comment ils parlaient de la sexualité, si elle est passée dans des éducations religieuses. Donc on peut voir avec les symptômes tout le parcours de la personne. Donc la frigidité, pour revenir à ça, c'est... alors il faut que je vous fasse un petit schéma. Voilà. Donc le féminin, c'est l'organe en creux, hein, c'est le vagin. Donc, le vagin, c'est l'organe en creux qui reçoit le sexe de l'homme. Jusque-là, vous êtes d'accord, c'est la nature, on est fabriqué comme ça. Donc il peut y avoir deux dysfonctionnements possibles avec cet organe en creux. Soit effectivement, il y a eu des moments où il y a eu de l'intrusion, attouchement sexuel, ou premier partenaire qui était trop brutal, ou on a essayé de la forcer, ou je ne sais pas quoi. Donc il peut y avoir ici, pour l'organe en creux, une mémoire d'avoir eu de l'intrusion, du forçage, et du coup, physiologiquement parlant, la femme va serrer, va se refermer en fait. L'organe en creux va ne pas laisser passer, va mettre des frontières, et ne pas laisser passer le sexe de l'homme, va se fermer pour éviter le danger, d'accord? Et ça se passe au niveau de la physiologie, au niveau du cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'il y a eu une mémoire d'un abus, d'un forçage, et donc le sexe se ferme, le vagin se ferme. Donc on va soit avoir de la sécheresse, soit de la fermeture, soit voilà, des choses comme ça, ou de la frigidité, parce que de manière instinctive, il y a une évaluation du danger et une fermeture pour ne pas laisser le danger venir. Donc la femme qui vit ça, elle peut se retrouver coincée dans un conflit entre une partie d'elle qui veut une sexualité épanouie et qui intellectuellement sait que par exemple en face cet homme-là est bienveillant et pas dangereux, elle le sait intellectuellement, mais son sexe a appris à se fermer parce que lui évalue encore et toujours qu'il peut y avoir du danger. Voilà. Donc il peut y avoir ce conflit entre cette partie et l'autre partie. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avoir une sexualité épanouie et j'ai peur et mon sexe se ferme tout seul. C'est pas moi qui contrôle ici, parce que c'est contrôlé par les étages du dessous du cerveau reptilien. Donc voilà, ça c'est la problématique de la frigidité, de la sécheresse. En tout cas, l'organe en creux se rétracte pour ne pas laisser rentrer et il met des frontières en fait. Deuxième dysfonction possible, c'est l'inverse. C'est il est en creux, donc en fait s'il est en creux, il est fabriqué comme ça, c'est qu'il a besoin d'être rempli, d'accord? Il est fait pour ça, il est fabriqué pour être rempli. Hein. Et la femme a besoin de se sentir remplie par le sexe de l'homme, par son énergie masculine et tout. Donc, voilà. Donc elle lui dit d'ailleurs, moi j'ai besoin d'être remplie. Et ici, il peut y avoir un manque de remplissage. Très moins joliment dit, mais c'est ça l'idée. Manque de remplissage, ça veut dire qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de... Elle ne va pas suffisamment avoir de relations sexuelles pour se remplir. Et donc là aussi, on va voir apparaître des troubles du comportement, vulgairement, alors là c'est vraiment vulgairement, mais je le dis parce qu'on le dit des fois, elle est mal baisée. Donc elle va être désagréable, elle va faire payer, elle va être violente, je ne sais pas quoi, bref, parce qu'elle n'est pas remplie. Donc voilà, les troubles possibles, pas assez, trop peu remplis, hein, ou trop remplis, c'est-à-dire trop de danger à être intrusé, ici, abusé, intrusé. Voilà, ce qui peut arriver. Et justement, encore qu'il y a ici une espèce de sentiment chez la femme de jamais être assez remplie, c'est-à-dire une forme d'avidité, ce n'est jamais assez pour elle. On va trouver la nymphomanie à l'excès. C'est l'impression qu'il n'y a jamais assez, il faut toujours plus, il faut toujours se sentir rempli. Et en général, ces profils-là ne se sentent jamais remplis. Jamais, c'est jamais assez. Il y a comme quelque chose, elle court après les chimères, c'est comme s'il n'y aura aucun homme qui pourra la remplir jamais.
Déjà parce que très souvent les nymphomanes, elles ne peuvent pas faire monter dans le cœur. C'est juste, elles sont juste trop fragiles pour ouvrir leur cœur, trop blessées. Hein. Donc elles essayent de se remplir par le sexe, mais en fait, voilà, ça ne peut pas fonctionner cette histoire. En tout cas, ça leur fait toujours courir après, et encore plus après quelque chose qui ne peut pas arriver. Ça, c'est les problématiques excessives. Hein. Là, je vous parle des symptômes excessifs, mais il peut y avoir des personnes un peu comme ça, avec quelques traits comme ça. Hein. Mais le besoin ici, c'est de se sentir pleine. Voilà. Et certaines femmes, d'ailleurs, vont adorer être enceintes ou être enceintes, parce que dans la grossesse, elles se sentent remplies. Il y en a qui vont préférer le maternage, en tout cas le fait d'être enceinte, que d'avoir un partenaire sexuel. Ça aussi, ça parle d'elles, hein, de leur envie d'être remplies et d'avoir des appréhensions autour de la sexualité. Après, on va passer à l'homme. Chez l'homme, les troubles possibles, c'est ce qu'on appelle les dysfonctions érectiles, encore appelées impuissance. Donc la dysfonction érectile, c'est extrêmement souffrant hein, pour les hommes, parce que, notamment dans notre société de performance, un homme qui va bien veut avoir une sexualité érectile, quoi. Il veut être puissant. Donc puissant dans le sens vertical. Il veut qu'il y ait une érection et il veut bander. Donc cette image, qui est une image qui véhicule un homme fort, un homme qui tient la route, leur fait beaucoup de tort à ces hommes. Parce qu'à force de se vouloir performants et de vouloir satisfaire leur partenaire, parce qu'ils s'imaginent qu'en plus il faut être performant et les satisfaire les femmes, les contenter, mais ils se collent des dysfonctions érectiles. Je vous explique, ce qui est souvent une des raisons d'impuissance, pas toujours, il peut y avoir des problèmes organiques et mécaniques, hein, bien sûr. Mais très souvent, ça révèle une personnalité perfectionniste. Quelqu'un qui veut être un bon, un parfait, il veut faire très bien, un bon élève, donc il veut être un très bon amant, et donc il a une mauvaise image de lui, il faut qu'il bande pour être au top, pour être aimé. Et évidemment, ça lui joue de détour, parce que le problème de l'érection, c'est que plus il y a de la tension, quand il y a de la surtension, quand il y a de la tension et de la tension et de la tension, il n'y a plus d'érection. Très souvent, l'érection chez l'homme, bon, moi je ne suis pas un homme, mais j'ai interviewé pas mal d'hommes, j'en ai rencontré des paquets. Très souvent, c'est quand il y a de la détente qu'apparaît l'érection. C'est quand il n'y a plus d'enjeux psychologiques ou d'enjeux de performance que là, ils se sentent tranquilles et libres, justement, de pouvoir être en érection, tranquillement. Quand ils se mettent des enjeux de performance, et c'est justement, il y a une surtension qui va nuire à l'érection. Donc ça c'est très important de découpler le profil perfectionniste, justement d'aider la personne qui a des problèmes de dysfonction érectile avec le perfectionnisme. Tu peux te détendre, il n'y a rien de grave, tout va bien, c'est pas grave si tu bandes pas ou si on n'arrive pas à nos fins. Voilà, parce que sinon c'est le cercle vicieux, ça tourne en boucle et il va de lui à lui se mettre toujours et encore plus d'enjeux de performance sans forcément en parler à sa partenaire d'ailleurs, mais tourner en boucle avec ce système de se vouloir performant, un bon amant, et il se fait énormément de mal à lui-même et puis du coup il ne peut pas donner à sa partenaire. Voilà. Donc ça c'est vraiment un cercle vicieux qui est extrêmement classique dans notre société occidentale, puisqu'on est sans arrêt dans cette société de consommation, donc il faut aller vite et bien. Vite et bien, ça veut dire il faut être vraiment tout de suite opérationnel, performant, et en plus il a intérêt à faire ses preuves, quoi. Donc c'est compliqué pour les hommes de pouvoir assurer. Ils sont un peu perdus les hommes avec ça. Autre problème qui est inverse, qui est l'éjaculation précoce. Donc l'éjaculation précoce, c'est d'aller trop vite. C'est-à-dire à peine ils rentrent dans le vagin que hop là, tout de suite ils éjaculent. Donc évidemment ils ne peuvent pas satisfaire leur partenaire puisqu'ils n'ont pas le temps, quoi. Et très souvent ça va aussi avec ce mécanisme il y a quelque chose de l'ordre de je veux me débarrasser au plus vite. Donc il y a des enjeux quelque part psychologiques qui sont... merci d'éteindre vos téléphones. Il y a des enjeux psychologiques qui ont trait avec ça, qui font que la personne ne peut pas s'empêcher d'être inquiète
et de se dire, pourvu que au plus vite, voilà, pourvu que ça aille au plus vite, même s'il y a une partie d'elle qui veut que ça continue le plus longtemps possible, évidemment. Hein. Il y a un conflit toujours à l'intérieur entre la partie qui dit j'aimerais tellement que ma partenaire soit satisfaite, etc. Et il y a une autre qui se dit oh là là, où je vais là, où je mets les pieds, enfin où je mets mon set, c'est compliqué, ça va pas le faire, je vais encore me faire accuser, je vais me faire blâmer, ça va pas lui plaire, donc vite débarrassons-nous au plus vite de cette affaire-là. Voilà. Donc ça c'est souvent aussi les problèmes de l'éjaculation précoce qui sont liés avec une personnalité perfectionniste. Voilà. C'est une hypothèse, hein, mais ça peut être souvent lié avec je veux aller vite pour pouvoir me détendre au plus vite, quoi. Parce que je mets beaucoup d'enjeux dans mon histoire. Évidemment, se détendre dans la relation. Donc certains mettent beaucoup trop d'enjeux dans la relation amoureuse et sexuelle, et ça leur donne des troubles de la sexualité. Pourquoi mettre tellement d'enjeux? Ben ça, vous regarderez à quel point, jusqu'où vous mettez des enjeux personnellement dans la sexualité. Et il y a ceux, le troisième profil, hein, c'est ceux qui n'éjaculent jamais. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Hein. Soit ça leur va tout à fait, parce qu'ils ont appris par le taoïsme, le tantrisme, etc., de conserver l'éjaculation pour faire durer le rapport sexuel et donc célébrer l'amour et faire durer pour célébrer plus longtemps et puis surfer sur la vague hein, sexuelle pour pas aller à l'orgasme. Parce que très souvent on dit que les hommes qui éjaculent trop et trop souvent, ils perdent leur énergie et ils ne peuvent pas tout de suite après, bon ça dépend à quel âge, hein, puis ça dépend de la vitalité, mais ils ne peuvent pas tout de suite remettre le couvert et donc, voilà, et donc avoir des relations sexuelles qui durent des heures, des nuits et des nuits. Donc dans certaines pratiques, on apprend aux hommes à conserver leur énergie sexuelle et ne pas éjaculer. Surfer sur la vague. Donc il y en a pour qui ça va très bien, au contraire, ça les satisfait pleinement, ils peuvent même avoir des orgasmes internes hein, très puissants, sans éjaculer, des orgasmes secs. Et puis d'autres hommes vont souffrir de jamais éjaculer. Ça peut devenir aussi un trou. Et ça parle aussi de leur personnalité, ça révèle aussi quelque chose de l'ordre de la... Je n'ai pas accès à la jouissance. Je contrôle quelque chose. Je vais au bord d'eux, mais je ne m'abandonne pas. C'est comme les femmes hein, qui n'arrivent pas à la jouissance. Il y a quelque chose de l'ordre de je vais garder le contrôle jusqu'au bout, et c'est inconscient évidemment, parce que dans la jouissance, dans l'orgasme, il y a la petite mort. Et la petite mort, c'est le moment ultime où il y a vraiment je m'abandonne. Et c'est pas je m'abandonne, c'est il y a quelque chose en moi qui s'abandonne. Ça veut dire je lâche tout, je ne contrôle rien. C'est comme pour la mort. C'est pour ça qu'on dit la petite mort, parce qu'à la mort, c'est la même chose. Je n'ai jamais morte, mais on a déjà fait des exercices relatifs à la mort, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a tout qui peut lâcher, on peut rendre les armes, c'est plus rien à contrôler. Il n'y a plus rien à tenir. Il n'y a plus rien à tenir. Et donc la sexualité revisite ça. Et c'est pour ça que les personnes sont addictes à la jouissance sexuelle, parce qu'il y a ça qui s'approche. Ça s'approche de... Il y a quelque chose qui s'abandonne totalement, et je n'ai plus à tenir rien du tout. On n'attend rien de moi, personne n'attend rien. Il n'y a pas d'image à tenir, il n'y a rien à contrôler. Donc je peux vraiment m'abandonner, et c'est là où il y a l'orgasme. Et c'est pour ça que ce moment qui est court hein, est tellement recherché et a tellement donne une mémoire vraiment de jouissance absolue, je dirais. Voilà, je m'abandonne. Donc les personnes qui n'accèdent pas à la jouissance, ça parle d'une personnalité extrêmement contrôlante. Et qui ne font pas exprès d'être contrôlantes, mais il y a trop de traumas en dessous qui ont été vécus, qui font que la personne ne peut pas faire autrement, d'avoir besoin de contrôler, de maîtriser tout et n'importe quoi. Et ça se retrouve dans la sexualité aussi. Je ne peux pas lâcher, quoi. Il faut que je veille. Il y a quelque chose de l'ordre du danger, il faut que je veille. On ne sait jamais, si je me lâche, peut-être que je vais me faire avoir, peut-être que mon partenaire va me larguer, peut-être qu'il va me violer, peut-être que je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a un truc qui fait que je ne peux pas m'abandonner. Et ça peut être homme ou femme. Voilà pour les problématiques autour de la non-jouissance. La rigidité, non-jouissance, etc.
Voilà, donc ça, c'est tous les symptômes qui révèlent des types de personnalité, les troubles. Et on peut donc, quand on voit apparaître les symptômes, je vous ai dit, hein, on voit très souvent, on imagine les parcours chaotiques de l'enfance qu'il y a eu avant, ou d'adolescents. En tout cas, voilà, c'est pas du tout un hasard qu'il y a ces types de symptômes. C'est parlant, et ça parle de notre personnalité, de nos conflits intérieurs, de notre psyché humaine. Autre chose que je peux dire, j'en ai pas beaucoup parlé, et je vais en parler maintenant, après je parlerai des pratiques, et puisque je suis sur les troubles, je n'ai pas le temps de marquer sur le tableau, mais il y a aussi ceux qui sont dans les déviances. On avait parlé des déviances au début, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des déviances dans le viol par exemple, hein, dans la perversion, donc l'agressivité sexuelle, hein, jusqu'au viol, hein, pour les hommes. Chez les femmes, elles peuvent être aussi abusives. Il y a des femmes abusives aussi, hein, dans la sexualité. Et ce que je voulais dire avec ça, c'est que à la fois, c'est intéressant de regarder que l'agressivité sexuelle, jusqu'à un certain point, ça peut être intéressant de se l'autoriser dans un jeu sexuel, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut jouer, par exemple, dans les jeux de dominant-dominé, hein, dans le SM, sadomaso. Ça peut être intéressant d'explorer de l'agressivité sans vraiment aller au bout de ça, c'est-à-dire sans vraiment, sauf avec consentement du partenaire, hein, et sans vraiment faire du mal à son partenaire, sans être violent. Parce que souvent, quand on joue l'agressivité dans la sexualité, ça veut dire que, et qu'on se l'autorise, ça veut dire que par ailleurs, sur la scène publique, dans le quotidien professionnel ou dans les autres sphères de la vie, la personne ne va pas passer à l'acte. Parce que si elle se l'autorise dans la sexualité, elle peut le jouer comme une transgression possible. Alors, justement, si elle peut s'autoriser là, elle peut ne pas le faire au niveau professionnel, par exemple, alors qu'elle a envie de tuer son hiérarchique. Mais elle va peut-être pas passer à l'acte avec son hiérarchique et s'amuser le soir à s'adonner à des jeux dominants définis. Voilà. Donc ça va être comme un jeu de rôle, une possibilité de défouler la charge agressive en jouant à quelque chose sur la scène de la sexualité. Et c'est pas anodin ce que je raconte, parce que ça va éviter le passage à l'acte. Mais le passage à l'acte de la violence dans d'autres sphères de sa vie. Et c'est amusant de voir, si vous vous intéressez au SM, en sadomaso, parce que tout ce milieu, c'est un milieu qui est très, très large, hein, d'ailleurs. Je n'ai pas trop exploré là-dedans, mais c'est un milieu qui est extrêmement intéressant à découvrir. Que les personnes, très souvent, qui vont aimer être dominants, hein, donc utiliser l'agressivité, des dominants, etc., des maîtres, et avoir leurs esclaves, très souvent, ici, il y a comme si on va chercher dans la sexualité à s'exercer, à s'entraîner, à être puissant, à être fort, à être affirmé. Et il se peut que ces personnes-là ont beaucoup de mal à s'affirmer dans d'autres sphères de leur vie, dans la vie professionnelle par exemple, hein, ou avoir l'impression qu'elles donnent le pouvoir à l'autre en tant que femme ou en tant qu'homme. C'est pas elles qui ont qui ont la main dans la relation amoureuse. Donc elles vont s'exercer à s'affirmer à travers une forme de domination dans la sexualité. Là, elles peuvent au moins s'entraîner à récupérer leur puissance. Et parfois ça aide, hein. J'ai vu des personnes qui ont utilisé la sexualité SM, et notamment dans le profil dominant, pour justement recouvrir beaucoup plus de puissance, d'affirmation de soi qu'elles ne l'avaient. Et après, les répercuter dans leur vie professionnelle, dans leur vie relationnelle, en général, quoi. Gagner confiance en soi en s'amusant à être la dominante ou le dominant. Voilà. Je donne peut-être des pistes, hein, pour jouer à ça. Si vous manquez de confiance en vous, ça peut être un jeu intéressant que vous n'avez peut-être pas encore exploré. Jusqu'à un certain point, évidemment, parce que il faut que le partenaire soit consentant, évidemment. Hein. Si vous utilisez de la domination pour vraiment rentrer dans la force de l'énergie du premier chakra, dans Eros, c'est vraiment être à fond et de ne pas tenir compte du partenaire, d'être sans bienveillance, sans empathie, ça peut être dommageable. Et là vous êtes déviant à ce moment-là, ce qu'on appelle les déviances. Hein. L'abus, le viol, etc. Dans le milieu du SM, il y a aussi autre chose qui a à regarder, c'est qu'ils vont très souvent, avec le consentement du partenaire, dans quelque chose de l'ordre de la torture ou de la douleur vraiment excessive et aiguë, parce que
Et ça, dans la maladie, on le voit aussi, on n'a pas que dans la sexualité. Dans la torture et dans la torture des guerres aussi, il y a des livres là-dessus qui décrivent très bien ça. Dans la douleur aiguë, suraiguë, à ce moment-là, on retrouve l'extase mystique. On va retrouver l'extase. C'est curieux, mais c'est sensoriel ici. Et c'est vécu comme ça. À un moment donné, la personne, elle perd contact, elle s'abandonne. Et elle retrouve ce qu'on peut trouver dans la sexualité tantrique, c'est-à-dire l'ouverture sur l'unité et la disparition de l'ego, du moi. Voilà. Mais bon, s'il faut en passer par là, moi je veux bien, pourquoi pas, pour avoir accès à des expériences mystiques, ok, et d'ailleurs il y a une addiction aussi dans les milieux SM, très souvent il y a une addiction, il faut toujours et encore plus de sensations fortes pour aller au bord, frôler cet état-là, au bord de la douleur, et cette douleur qui va mener à cette expérience mystique, qui génère encore une addiction parce qu'on veut s'agripper et retourner à ce truc-là. Voilà. C'est une des possibilités, il n'y a pas que ça dans le milieu SM, il y a aussi souvent, et notamment dans une des déclinaisons du milieu SM, c'est les cordes, le bondage, où on va jouer aussi sur le côté esthétique de l'affaire. C'est-à-dire qu'on va encorder le partenaire, c'est à la mode ça, des pratiques, là je parle des pratiques en ce moment actuelles, c'est très à la mode, les cordes, et donc les cordes au bondage pour aussi jouer sur l'art et le côté esthète de l'érotisation de la sexualité. Donc, voilà. Il y a à la fois le SM, soumis, le côté dominant-dominé, mais on va jouer aussi sur l'esthétisme. Bon, pourquoi pas. Donc les pratiques sont intéressantes à regarder, mais elles révèlent aussi notre personnalité. Elles révèlent des parties de nous, elles révèlent des centres d'intérêt. C'est sûr que quelqu'un qui va faire une formation au bondage, c'est pas un hasard. La question c'est qu'est-ce que tu y trouves là-dedans, pourquoi tu y vas, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, quel est le sens, à partir de quel endroit tu y vas, quoi. Et ça parle que de nous. Là j'étais sur les pratiques, mais je parlais du dominant, je vais pas parler du dominé dans le SM. Donc pour le soumis, le dominé, là aussi ça parle énormément d'un profil de personnalité. C'est pas un hasard quand les gens préfèrent être dominés ou être dominants. Donc celui qui préfère être dominé, le soumis, en général il adore jouer ce rôle, je vous le paye en 1000, parce que vous savez pourquoi? Non? Donc le dominé, en général, c'est s'en remettre à. Je m'en remets à l'autre qui tient les rênes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans la sexualité, je n'ai plus besoin de tenir les rênes. Je te donne le contrôle. C'est toi qui mènes la danse. Voilà. Et ça, c'est fabuleux, parce que très souvent, les personnes qui adorent être soumises dans la sexualité, au contraire, on va voir que dans la sphère publique, dans la sphère professionnelle en général, dans d'autres sphères de leur vie, elles tiennent beaucoup les rênes. Elles ont en général énormément de responsabilités, sont des hommes et des femmes d'affaires, etc., qui doivent avoir un certain statut social à tenir, il faut tenir. Donc elles vont se décontracter dans la sexualité et donc se permettre d'être soumis ou soumise, c'est lâcher la règle. C'est pas moi qui fais ici, je n'ai plus rien à faire. C'est l'autre qui décide. Ah, je peux me détendre. Voilà. Et donc je vais être maintenue par quelqu'un qui va prendre les rênes à ma place. Et c'est à ce moment-là que, justement, ça compense l'excès de besoin de contrôler, de tenir les responsabilités toute l'année en excès. Et c'est pour ça que les soumis adorent être soumis en général, parce que ça compense le surinvestissement de je tiens trop de rôles, trop de choses responsables dans ma vie. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment on choisit nos rôles préférés et qu'il n'y a aucun hasard entre le dominant qui s'exerce à s'entraîner à être beaucoup plus puissant qu'il ne l'est parce qu'il n'a en général pas confiance en lui. Quant au dominé, lui, il passe son temps à être surresponsable, donc là il peut se lâcher un peu, se détendre, être pris en charge par quelqu'un qui va le mener par la baguette. Voilà l'histoire, le dominant et le dominé. Et ça peut aller très loin, parce qu'il y en a qui, dans certains films, vous voyez qu'il y en a qui peuvent même en mourir de ces histoires-là, parce que jouer un rôle c'est bien de temps en temps dans des parenthèses de jeux sexuels, mais quand vraiment vous ne pouvez plus vous passer d'être dominant ou dominé, ça devient un peu systématique et ça peut vous nuire à terme. De nouveau, ça peut être une addiction. Je ne peux pas faire de la sexualité normale, entre guillemets, dite classique. Il m'en faut passer par du dominant-dominé. Bon, c'est un peu fatigant, quoi. C'est un peu rigide, quoi. C'est un peu toujours pareil.
Et dès que c'est toujours pareil, ça parle d'une partie de nous qui ne peut pas faire autrement. Donc, si le dominant a toujours besoin de dominer, c'est qu'il ne s'affirme jamais assez. Et si le dominé a toujours besoin de passer son temps à vouloir être dominé, bah, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, il peut regarder qu'il tient trop les rênes partout, il peut lâcher un peu, quoi, il peut se détendre. Hein. Voilà. Les pratiques, donc je partais, là j'étais sur les pratiques sadomaso. Donc il n'y a pas de hasard dans nos goûts, nos tendances à pratiquer une sexualité ou une autre. Hier je parlais du libertinage, j'ai donné toute une conférence sur c'est quoi être un libertin et c'est quoi être un libertin. Bon, je vais pardonner la conférence ici, mais être dans un état d'esprit libertin, ça n'a rien à voir avec fréquenter les clubs de libertinage, hein, qui sont des clubs plutôt d'échangistes, de mélangistes, etc. Mais ceux qui sont aventuriers vont aimer la sexualité dite libertine, c'est-à-dire où on va explorer à plusieurs, une sexualité plutôt directe, complice, où on va pimenter la relation, où on va prendre beaucoup de plaisir, s'amuser, et à savoir que ces lieux-là sont très... On peut s'imaginer ce qu'on veut quand il n'y va pas, mais quand vous y êtes allé, vous allez voir, c'est extrêmement bon enfant. On dirait une cour de récréation de gamins de 5 ans qui jouent avec la sexualité, mais qui jouent. Voilà, mais c'est très curieux. On peut s'imaginer que c'est à la fois très transgressif, mais pas tant que ça. Il y a comme une complicité de dire ah bah oui, on est dans le même milieu, et en plus on peut s'adonner avec beaucoup de permissivité et beaucoup de liberté à des jeux sexuels sans qu'il y ait de conséquences. Il y a pas, on ne se marie pas, on ne s'engage pas, il n'y a pas de conséquences néfastes, soi-disant. Hein. Voilà. Donc là aussi, ça parle plutôt de l'aventurier en nous qui veut explorer d'autres milieux, d'autres types de sexualité, fréquenter autre chose, se pimenter un peu, voilà. Donc ça parle de nos goûts et de notre manière d'être ou sécure ou pas sécure. Savoir que dans les milieux du libertinage, je le disais hier mais je le redis, très souvent les femmes, ils sont amenées par l'homme, c'est-à-dire qu'elles n'y vont pas d'elles-mêmes, et parce qu'elles ont besoin de sécuriser, d'être en sécurité. D'ailleurs dans ces milieux-là, il y a beaucoup de règles, de codes à respecter, hein, c'est les femmes qui décident, et elles sont mises à l'honneur d'ailleurs. Hein. Et donc, on voit s'il y a assez de femmes pour faire entrer les hommes aussi. Hein. Donc, c'est quand même important que les femmes décident. Hein. On ne peut pas ça n'importe comment. Et donc, il y a beaucoup de codes, mais il y a aussi beaucoup de contrôle. C'est-à-dire, très souvent, on ne laisse pas son partenaire partir avec n'importe qui, et avoir des sentiments amoureux, etc. Donc, c'est pas si libre que ça, même si ça s'écrit libertinage. Et ça parle aussi de notre besoin ou de liberté, ou de besoin d'y aller tout en contrôlant quand même, en se contrôlant et en contrôlant l'autre. Enfin, c'est pas si libre que ça. J'ai parlé de l'extase mystique, hein, par la douleur ou par le transport de la sexualité tantrique ou intégrative. Donc ça, c'est la manière de trouver Dieu, de trouver l'unité à travers la pratique sexuelle. Donc c'est formidable de voir que la sexualité peut mener à un accès direct avec quelque chose de plus haut, et de retrouver ce sentiment d'unité, de non-séparation. Dans les pratiques, il peut y avoir aussi le fétichisme. Donc si vous êtes intéressé au fétichisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va sélectionner un objet, des chaussures, des culottes, je sais pas quoi, un objet qui va fantasmer comme un objet sexuel, qui va être cet objet va être connoté sexuel, donc fantasmatique, chargé de fantasmes, et il va le collectionner. C'est-à-dire qu'il va vouloir toujours et encore plus collectionner cet objet, ou projeter sur l'autre que grâce à cet objet qu'il porte, ça va l'exciter, le mettre dans une tension, du désir, etc., sur un objet. Donc les fétichistes, sans parler de savoir avec le stade anal, hein, c'est-à-dire je retiens, je collectionne, je veux garder mon objet. Il y a aussi beaucoup de contrôle dans le fétichisme. Je ne veux pas en mettre de partout, je veux collectionner mon objet. Donc il me faut toujours qu'elle soit avec des talons aiguilles, des je sais pas quoi, là, de soie friolant, ou je sais pas quel objet. Ça c'est pour les fétichistes. Ça peut être à la fois drôle, quand c'est un peu, et dans l'excès c'est toujours un peu déviant quand même. Hein. Alors, de quoi ça parle de la personne d'avoir besoin
d'avoir un objet comme ça qui soit tellement chargé de fantasmes. Hein, probablement parce que plus on a besoin de fantasmer, plus on fabrique des fantasmes dans l'imaginaire, plus dans le réel, moins la personne aime le réel. Elle a la compétence de faire avec ce qui est, de composer avec, soi-disant, la tiédeur du réel. Je dis soi-disant parce que le réel n'est jamais tiède. Il est vécu comme tiède. Donc pour susciter l'excitation, pour stimuler le désir, la personne va avoir besoin de fabriquer du fantasme. Pornographique, fétichiste, des dessous affriolants, des tas de fantasmes. Un fantasmé, c'est permettre la remontée de l'excitation du sexuel, du désir sexuel. Parce que ça veut dire quoi? Elle a besoin de fantasmer, parce que sinon, il n'y a pas. Le simple décor réel dépouillé de fantasmes ne lui suffit pas pour permettre l'excitation du désir. Donc c'est embêtant. À la fois, ça peut être sympa d'utiliser les fantasmes à bon escient, en toute conscience, pour fabriquer de la stimulation, mais si vous ne pouvez pas vous en passer de vos fantasmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne tolérez pas beaucoup le réel, quoi. C'est toujours trop tiède. Voilà, bon, bah, c'est que ça, quoi. Oh, c'est pas très excitant, hein. Donc rajoutons un peu de décorum. Rajoutons, je sais pas, des dessous affriolants, rajoutons... Mais quand vous faites ça, vous perdez le contact avec la personne. Parce que vous ne voyez plus la personne telle qu'elle est. Vous n'êtes pas connecté à l'autre, vous êtes connecté à votre imaginaire. Donc vous n'êtes pas en lien avec la personne, hein. Vous êtes dans votre histoire, dans votre romance, dans votre fantasme, dans vos dessous affriolants, je vois voir, mais vous n'êtes pas avec l'autre. Hein. Donc c'est intéressant de voir que plus la personne fabrique des fantasmes, moins elle est connectée à soi, moins elle est connectée à l'autre, parce qu'elle a quitté le réel, elle est partie dans un autre plan. Voilà. Et je ne suis pas en train de dire ça pour vous dire arrêtez de fantasmer, arrêtez de fabriquer des fantasmes, ils sont fort utiles, et très souvent les sexologues vont utiliser les fantasmes, moi je ne suis pas tout à fait je suis pas d'accord avec ça, mais bon, c'est un point de vue comme un autre, pour rehausser la sexualité. Quand il y a trop d'émoussement du désir, ils disent tiens, fabriquez-vous des fantasmes pour recoller un petit punch dans votre sexualité. Bon, en même temps, ça peut créer une addiction au fantasme et on se déconnecte de l'autre. On n'est plus avec l'autre. On est dans son histoire, on se raconte un jeu, un machin, on fait ce qu'on veut, mais à force, on n'est plus en lien, on n'est plus dans le cœur avec l'autre, on est parti ailleurs. Voilà. Donc un peu, pourquoi pas, mais sachez ce que vous faites quand vous le faites. Il n'y a rien qui est à rejeter, mais quand vous utilisez les fantasmes, sachez pourquoi, comment, à quoi ça vous sert et pourquoi pas le faire, mais regardez jusqu'où ça va, quoi. Voilà. Le voyeurisme, c'est une autre pratique. Les voyeuristes, ils aiment bien voir. Ils vont avoir énormément de plaisir à regarder les autres faire l'amour, sous toutes ses formes. Voilà. Donc, eux, ils s'intéressent à l'esthétique aussi, très souvent, à l'érotisme. Et le désir vient de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent avec le regard. On dit très souvent que les hommes sont plus visuels que les femmes, mais pas forcément. Vous pouvez voir aussi les femmes qui sont très visuelles. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de sans les objets de désir, sans ce que je vois, je ne sens pas assez. Je sens peu en fait. Il me faut, pareil, c'est la même chose que les fantasmes, hein. Il me faut quelque chose d'excitant autour de moi pour que je sente mon propre désir. Voilà. Et pourquoi pas, mais quand c'est excessif, ça manque de stimulation interne. Hein. Et l'exhibitionnisme, c'est l'inverse. Hein, ça parle de j'aime me montrer. Et très souvent, on dit que les femmes sont exhibitionnistes et les hommes sont voyeuristes. Alors, on est encore dans les archétypes. Hein. Parfois, c'est vrai, parfois, c'est l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est de jouer la multiplicité des rôles. Donc, s'exhiber, c'est se montrer, c'est voilà, se montrer pour séduire, pour plaire, pour être vu dans le regard de l'homme, être désiré, enfin, tous ces trucs-là, inversement, si ça veut. Et ça parle aussi que de nos problèmes de confiance en nous, hein, ça parle de ça, hein, en général, ne cherchez pas, hein, de nos difficultés à se sentir connectés à l'intensité en passant par peu de choses. Donc il faut beaucoup pour se sentir vivant, pour se sentir connecté, pour être en lien avec l'autre, etc. Donc c'est intéressant de voir quelles sont vos pratiques préférées pour voir de quoi ça parle, en quoi ça parle de votre psyché, en quoi ça parle de votre personnalité, hein, de vos conflits intérieurs, en quoi ça parle de vous. Voilà.
Quelque chose qui peut être intéressant pour vous, là où j'en suis, après je vous donnerai la parole, c'est de revenir à votre enfance et de voir comment vous avez découvert la sexualité, par quel biais, qui vous en a parlé en premier, comment vous avez su que ça existait, comment vous avez découvert ça, est-ce que vous êtes masturbé tout seul dans votre coin, est-ce qu'il y a eu des éducateurs qui vous ont dit tiens, qui vont faire un cours sur la sexualité, est-ce que vos parents, vous êtes entrés dans la chambre de vos parents, ils ont fait l'amour, comment vous avez vos premières rencontres à la sexualité. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est extrêmement intéressant de vous interroger sur l'initial, hein, sur voir comment ça a été pour vous au début. Parce que tout ce qui s'est passé au début va ensuite fournir des informations sur vos choix, vos tendances et vos goûts à votre sexualité maintenant. Tous les événements qui sont passés, notamment les événements du départ. Tiens, j'étais dans une éducation religieuse, on m'a fait faire le catéchisme, donc forcément on m'a dit que ça c'était sale. Tiens, on m'a dit qu'il ne fallait pas se masturber, ou alors dans un coin, tiens, etc. Et donc regardez toutes ces imprégnations du début de votre vie. À l'adolescence aussi, c'est important, hein, comment ça s'est passé dans votre adolescence. Qu'est-ce qu'on vous a raconté, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous avez découvert votre premier rapport sexuel, votre premier amoureux, etc. Quel effet ça vous a fait, quelle peur vous avez eue, toutes les peurs qui sont inhérentes aux premières découvertes avec la sexualité, et de voir aujourd'hui qu'est-ce qui est en trace de ça, qu'est-ce que ça dit sur vous, hein, parce que j'ai parlé beaucoup des symptômes, hein, soit des symptômes de danger éventuel, d'être peur d'être abusé, ou d'avoir besoin d'être dominant, etc. Hein. Les dominants, on peut se venger aussi d'avoir été agressé, des choses comme ça. Donc regardez quelles ont été vos premières imprégnations, enfant déjà, puis l'adolescence, et de voir qu'est-ce qui reste en trace, comment ça a impacté votre sexualité de grand, d'adulte aujourd'hui, qu'est-ce qui reste encore vrai et en quoi ça parle de vous, soit des manières de vous réparer, de vous protéger de vos blessures de l'enfance et de l'adolescence. Hein, je me répare en voulant beaucoup de sécurité, en cherchant quelqu'un de stable, en voulant approfondir en étant exclusif par exemple, ou au contraire je vais chercher à explorer parce qu'on m'a interdit beaucoup de choses quand j'étais enfant, on m'a dit que c'était pas bien, donc maintenant je veux lâcher, je veux m'amuser. Comment ça se fait que vous avez ces choix-là, hein, enfin soi-disant ces choix, ces pratiques, ces tendances, d'où ça vient? C'est absolument pas un hasard, ça ne parle que de vous, de votre manière de vivre les choses, de vous mettre au monde et de vos conflits qui résident à l'intérieur de vous. Donc ça serait vraiment intéressant de prendre un temps d'exploration et remonter à l'enfance et à l'adolescence, pour vous-même. Vous allez découvrir des choses sur vous. Donc on ne va pas le faire maintenant, mais je vous propose de réfléchir avec ça et vous le ferez chez vous tranquillement pour en parler avec quelqu'un. Voilà. Je vais vous laisser, j'aime bien aussi prendre un temps de questions-réponses. Après tout ce que j'ai exposé, je vais vous laisser aussi un temps de partage. Je vais vous passer le micro pour ceux qui ont des questions, des témoignages autour du thème, comment ma sexualité me dévoile, parle de moi, de nous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ouais. Alors, il faut juste parler dans ce micro qui n'amplifie pas, mais par contre, dans les deux. Je ne vais pas trop parler de moi, mais j'ai remarqué une chose quand même dans tout ce que tu as dit, c'est qu'on a l'impression que les différents types sont déterminés un peu à l'avance et que finalement, les gens prennent un rôle un peu de façon déterminée, c'est-à-dire que peut-être il n'y a pas une tellement grande liberté au moins au départ dans les pratiques que chacun a. Ouais, alors ça c'est une bonne question. J'en ai un peu parlé, mais je vais le développer. Effectivement, ça renvoie toujours à cette question de avons-nous vraiment un libre arbitre dans nos conditionnements? Ne sommes-nous pas tant conditionnés qu'en fait, il n'y a pas tant de hasard dans nos choix, ce que tu dis, hein, dans nos tendances, nos goûts, etc. Moi, je réponds effectivement. Enfin, j'ai pas la réponse, je fais qu'une hypothèse parce que j'ai pas de vérité, hein, je détiens aucune vérité, j'ai pas de prétention de savoir la connaissance,
Mais à mon sens, je trouve que nos choix, nos goûts, et notamment en matière de sexualité, sont extrêmement prédéterminés par nos blessures de l'enfance, par les messages qu'on a absorbés, notre environnement, nos expériences, les ruptures amoureuses, les dangers éventuels qui se sont logés dans notre cerveau reptilien, et donc du coup on passe notre temps à évaluer qu'il y a du danger, oulala, on n'y va pas, donc on a envie et on se retient, voilà, ça c'est des exemples. Donc c'est très prédéterminé. Et on n'est absolument pas libre de nos choix et de nos tendances à ce moment-là, dans ce que je dis. Et effectivement, tous les profils, tout ce que j'ai raconté, laissait entendre que, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est pas un hasard qu'il y a quelqu'un qui préfère la domination et l'autre qui préfère être sous. Ça ne parle que de nous, ça ne parle que de notre manière dont notre psyché s'est construite, un point c'est tout. Voilà. Et ça c'est plutôt ma vision du monde. Après, bon, ok, sachant ça, très bien, donc ça peut vous donner aussi des éclairages sur, tiens, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai le goût à ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et de ne pas simplement s'arrêter à la pratique, ok, bon, c'est plutôt marrant, j'aime bien dominer, bon, très bien. Mais qu'est-ce que ça révèle en moi? Quel conflit ça révèle? Et ça peut être intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais au fait, peut-être que je suis quelqu'un qui manque d'affirmation de moi. C'est pour ça que j'ai tellement besoin de dominer dans la relation sexuelle, par exemple. Donc, est-ce que je peux travailler en amont sur peut-être résoudre mon problème d'affirmation de moi dans la vie en général? Comme ça, j'aurais moins besoin d'aller en excès dans un besoin de domination. Ou l'inverse pour le soumis, par exemple. Si je veux toujours de la liberté, que je ne veux pas m'engager et que je veux toujours plus de sexualité, etc., ça parle aussi d'une difficulté de construire, d'avoir peur de rester dans quelque chose de plus fade, hein, de plus tiède, avec les obstacles, de la souffrance, de ne pas avoir envie de la souffrance, on veut que le plaisir, tu vois. Et donc, c'est intéressant de voir, ok, je pratique cette sexualité un peu adolescente, donc libertine, voilà, je saute sur tous les partenaires, je m'amuse beaucoup, mais je construis rien. Et quelque part, je m'enferme là-dedans parce que je construis rien. Je suis dans une solitude à ne rien construire. Donc, est-ce que je peux regarder comment je peux résoudre ce problème dans ma vie en général, qui est je veux que le plaisir et je veux pas la souffrance, parce que j'ai peur de la souffrance. Voilà. C'est un problème en soi. Donc, est-ce que je peux m'intéresser à ça dans ma vie? Et du coup, la sexualité va se détendre. J'aurai plus besoin de courir toujours après, toujours et encore plus de sexualité et d'être addict à ça, par exemple. Hein. Donc, ça révèle des choses en nous, cette sexualité, ces pratiques sexuelles, et ça peut être intéressant de les regarder pour justement essayer de voir comment on peut résoudre ça ailleurs que dans la sexualité. Et je vous ai dit aussi que parfois, la sexualité résout par rapport à l'agressivité. Je vous dis que c'est une bonne manière de ne pas passer à l'acte quand on utilise la sexualité en jeu de rôle. Donc, on joue ça dans la sexualité, on le met en fantasme, on le met en scène pour éviter de passer à l'acte dans la vie. Donc, voilà. Il y a ça à regarder. Mais pour moi, la plupart de nos conditionnements sont prédéterminés. Hein. C'est ma vision du monde. On peut en débattre. Hein. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je suis sûre que ça vous a fait réfléchir à plein de choses. Entre les viols, les dominants, les émissions. Ouais, alors, juste, est-ce que c'est possible de venir ici? Parce que sinon, il n'y a pas de micro, on n'entend pas. Ça rejoint un peu... alors, pardon, hop là. Ah oui, la caméra. Ça rejoint un peu le thème, là. En quoi, si on est poussé, par exemple, pour une pratique, ouais. Si on est déterminé, en quoi ça fait partie du problème, ou est-ce que ça peut être une solution? Tu as l'air de dire que ça peut être une solution, on peut trouver une solution dans certaines pratiques, mais est-ce que ça peut pas être aussi finalement le même problème? On est poussé à ça parce qu'on est déterminé, et en fait, on ferait mieux de pas aller dans ces pratiques pour aller chercher la cause. Merci, c'est une bonne question. Toutes vos questions. Celle-là nous permet justement de parler de l'intérêt de pratiquer, mais de s'intéresser au pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que j'aime cette pratique-là? Qu'est-ce qui fait que je m'oriente là-dessus? Donc, quand tu mets la lumière sur, au fond, ça part de quel endroit? Et donc, tu vas revenir évidemment en arrière pour dire, bah oui, enfant,
Par exemple, j'ai été dominée, donc maintenant il n'est plus question de me dominer, voilà. Donc c'est moi qui prendrai le contrôle dans la sexualité, ou alors j'ai pas été un enfant regardé, encouragé, valorisé, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon temps à être adulée par, si je suis un homme, par les femmes qui vont me vénérer parce que je vais devenir l'amant extraordinaire, etc. Donc je vais l'utiliser comme une éducation. Tous ces trucs-là, c'est de quel endroit ça parle, de quoi ça me parle, de quoi ça parle de moi. Hein, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de mettre le zoom là-dessus. Pourquoi tel fantasme? Le contenu du fantasme n'est pas intéressant lui-même, il est intéressant, c'est comme le contenu du rêve, c'est la même chose. Rêve ou fantasme, pareil. Le contenu n'est pas intéressant, le contenu de la pratique n'est pas intéressant en elle-même, ce qui est intéressant, c'est de voir derrière. Pourquoi j'utilise cette pratique, pourquoi j'utilise ce fantasme, en quoi ça parle de moi, en quoi ça parle d'un conflit intérieur qui continue de me parasiter et me contracter dans la vie, et est-ce que je peux donner un peu plus de mou dans ce conflit, mais peut-être par d'autres biais que la sexualité, où parfois la sexualité peut aider, mais pas que. Hein, ça va dépendre du problème que tu vas pointer. C'est comme ça que je le vois. Mais ne pas s'arrêter au contenu de la pratique ou du fantasme. C'est voir derrière, voir qu'est-ce que ça révèle en moi. C'est d'ailleurs c'est contenu cette conférence ce soir. Qu'est-ce que ça révèle la sexualité? En quoi ça parle de nous? Et c'est ça qui, à mon sens, est intéressant. Après, la plupart du temps, enfin, là, la plupart d'entre nous, on est ce qu'on appelle des normalo-névrotiques. C'est-à-dire, on est tous des névrosés. Hein. Sinon, si vous n'êtes pas névrosé, vous partez à l'HP, vous êtes psychotique, donc vous n'êtes pas là. Donc, on est tous des normalo-névrotiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous des problématiques autour du sentiment d'abandon, un peu de trahison, un peu de blessure au rejet, peur d'être rejeté, la peur d'être exclu, la peur de ne pas être assez aimé, de ne pas plaire. Bon. Tout ça, c'est classique, le classique chez les névrosés. Problème de prendre sa place. Et ça va se retrouver dans la sexualité. Évidemment, ça va jouer selon que vous avez des blessures à l'abandon, à la trahison, à la vexation, à l'injustice, au besoin de plaire, enfin, etc. Je ne prends pas ma place, donc dans la sexualité, il faut que je prenne ma place, enfin, des trucs comme ça. Bon. Et donc, ok, on est tous des névrosés. Comment s'en sortir, vous allez me dire, dans la sexualité? Parce que forcément, on arrive avec nos problématiques de l'enfance et de l'adolescence, et en tant qu'adulte, bah, ça va se pointer. Hein. On va être soit trop pudique, complètement inhibé, soit complètement débridé, etc. Et des fois, ça va à l'encontre de notre bien-être, de notre bonheur. Voilà. Donc, comment ne pas être névrosé? Ça, c'est juste pas possible. Mais une piste que j'ai moi-même expérimentée dans la sexualité, alors une piste, c'est accueillir nos névroses avec bienveillance, hein, dire, ma foi, je suis comme ça, bah, est-ce que je peux, si je suis dans un manque de confiance en moi, dans la sexualité, je suis toute timide, bah, ok, bah, je suis comme ça, je peux en parler, je suis un peu timide, je m'accepte avec ça. Et une autre piste, qui est la piste que propose un auteur australien, que j'aime bien d'ailleurs, de Barry Long, qui préconise comme ça un protocole dans la sexualité, qui dit, écoutez, à un moment donné, vos névroses, mettez-les de côté. Vous allez faire un truc, quand il y a de l'amour, il dit le postulat entre deux êtres, c'est-à-dire que voilà, vous avez une attirance pour quelqu'un, il y a une ouverture du cœur, bon, c'est pas forcément, vous n'allez pas vous marier avec forcément, on ne sait pas, mais il y a de l'amour qui se dégage pour cette personne, il y a une ouverture du cœur et vous avez un attrait physique. Bon, alors il dit tout simplement, c'est basique, hein, vous mettez vos corps ensemble, vous les unissez, vous mettez la pénétration de l'homme dans la femme, vous ne cherchez pas à midi à 14h, vous vous inquiétez pas du désir, vous sortez des névroses, vous sortez de est-ce qu'elle me désire, est-ce qu'elle je ne plais pas, vous enlevez toutes les émotions, vous vous désintéressez des émotions, vous vous désintéressez de la question du désir, etc. Il faut juste qu'il y ait un peu d'excitation pour que l'homme pénètre la femme, et vous laissez faire l'énergie. Voilà, parce que les corps sont faits pour s'unir. Faire l'amour, hein, c'est pas faire du sexe, hein. Faire l'amour, c'est laisser faire. Donc naturellement, on est fabriqué pour faire l'amour, pour être en amour. Quoi. Donc si vous lâchez, si vous vous désintéressez de toute la partie chamallow, émotionnello, enjeux psychologico à outrance, et sortir donc de vos névroses, vous allez revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, l'énergie de l'amour, et l'énergie du cœur et du sexe. Voilà. C'est tout bête ce truc, hein, il faut le penser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité, quand vous faites l'amour, de regarder vos opinions, vos
pensées, se promener, vos enjeux, vos peurs. Ah, j'ai peur, il me plaît pas, je fais un geste pas correct, je vais peut-être pas lui plaire, j'ai une fesse machin, j'ai un peu de cellulite, ceci pas. Vous regardez ça passer et vous ne vous y intéressez pas. Vous ne donnez pas suite. Vous revenez simplement à la sensation. Toujours et encore. Vous ne donnez pas prise aux pensées, vous ne donnez pas prise aux émotions. Il y a une peur qui se pointe, il y a une peur qui se pointe, hop, vous laissez circuler. Il y a une pensée parasite, hop, vous laissez circuler. Et vous revenez tout le temps à la sensation, c'est-à-dire à l'énergie qui circule entre vous et l'autre. Et donc vous excluez, vous rejetez un peu toujours plus les névroses. Alors, parce que sinon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, sinon les interactions entre les humains, ce sont deux névroses complémentaires qui se rassemblent. Voilà. On va chercher quelqu'un qui est complémentaire à notre névrose et on s'attire les uns les autres. Voilà. Donc si c'est que ça, au bout d'un moment, on tourne en rond et c'est très souffrant. Donc ce qui peut être pas mal, c'est d'utiliser cette pratique. Donc le livre de Barillon, je ne sais pas d'intérêt là-dedans, mais c'est faire l'amour de manière divine. Voilà. Et ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est de se départir des émotions et des pensées, et des opinions, de ne pas s'identifier à ça, et donc laisser faire. Laisser faire l'énergie et explorer, expérimenter et regarder où ça mène. Et ça veut dire qu'à chaque fois, il faut regarder, tiens, j'entends cette pensée, je pense à mon frigo, je ne devrais pas, je suis en train de faire l'amour, mais qu'est-ce que je fais? Tiens, il va me juger, tiens, je suis en train de me juger, c'est nul ce qu'il me fait, etc. Je ne m'intéresse pas à ça. Je regarde la pensée, je reviens aux sensations. Point. Bon, on fait des expériences, ça peut être pas bon. Ça, c'est pour répondre à cette histoire de névrose, toujours et encore plus, et que, ok, tout ça, mais à un moment donné, on en a marre de tourner dans nos névroses. Parce qu'on tourne en boucle et on répète nos schémas sans arrêt. On lâche un partenaire, on se dit c'est pas le bon, on en reprend un autre et on recommence, et on en prend un autre et on recommence, en tout moment, on en a marre, on veut faire autre chose. Voilà. Alors on ne pourra jamais se libérer de tout, mais de temps en temps, il y a des outils qui permettent d'approcher cette plus grande liberté, je dirais. Donc autant les utiliser quand c'est possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que tu peux juste t'approcher? Merci. Ouais, en fait, c'est pas peut-être hors sujet, mais est-ce que tu nous as parlé en fait de, une fois qu'on a un partenaire, mais est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le désir, enfin, qu'est-ce qui fait que, parce que voilà, moi par exemple, j'ai un peu de mal à être attirée, à ressentir, voilà, on va parler de cette partie avant la rencontre. D'accord, c'est des profils hypo, je ne sens pas assez, donc je suis un peu frileuse, et donc il doit y avoir des peurs qui se logent, du style une inhibition qui se réveille avant d'y aller, quoi. Il y a une envie d'avoir une sexualité ou une relation, une vie amoureuse épanouie, et en même temps une inhibition, en même temps. Alors, à la fois un désir d'aller et un frein qui se lève, qui est oula, 22, soyons sur nos gardes, c'est peut-être un peu dangereux tout ça, ou c'est connu, je vais encore me rétamer, donc laisse tomber. Donc une espèce de frein qui arrive en même temps qu'il y a un désir qui se lève. Parce que je pense que tu peux avoir des attirances pour des hommes. Tu peux dire, ah tiens, celui-là il pourrait me plaire, pourquoi pas, etc. Mais si tout de suite, à la seconde, et c'est pas conscientisé, il y a en même temps une inhibition, eh bien il y a comme si dans une voiture, tu as à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. Là, ça pile. Et donc, du coup, tu te sens bloqué et inhibé, d'où la frilosité. Et le manque de désir, parce qu'il y a le frein qui se lève tout de suite au même moment qu'il y a le désir et l'accélérateur. Voilà. Donc ça, c'est à regarder pour voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as à la fois le pied sur l'accélérateur et le frein, pour pouvoir te départir de cette affaire. Et commencer à laisser l'élan du désir continuer, son élan d'aller jusqu'au bout du désir. Ça sera aussi en thérapie. Donc, j'en profiter pour dire que ça sera un des prochains thèmes de mes conférences. Je vais travailler sur justement quand la personne est timide ou trop timide, ou il y a une envie et un frein en même temps. Quand le désir ne peut pas aboutir. Donc ça sera l'objet de mes conférences sur la relation. Voilà. Donc sinon, je vous remercie à tous parce qu'il faut que je conclue. Le temps passe vite dans votre compagnie. On peut encore continuer à discuter tout à l'heure, je reste ici un moment. Sinon, j'espère que ça vous a intéressé. Donc cette vidéo sera sur YouTube, vous pouvez la diffuser à vos
c'est à véroniquecohn.com. Mon nom, je le mettrai tout à fait bête. Hein. Et merci d'avoir participé avec moi à cette conférence. Et je suis une fois par mois à la Gazette. Hein. Sinon, je donne d'autres conférences au Red Turtle. Vous allez sur mon site, j'en donne à Castelnau. Donc voilà, les lieux sont différents, les thèmes sont différents. Et vous retrouvez toutes les autres thématiques sur des vidéos que j'ai déjà données qui sont sur YouTube. Donc soit sur mon site, soit sur ma chaîne YouTube, hein, vous retrouvez l'intitulé. Sinon, j'anime aussi des stages de tantra que je coanime avec un homme. Et puis je donne aussi des conférences, et puis pas que des conférences, et des consultations aussi. Bah, merci à vous et puis peut-être à l'année prochaine. Hein.